Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. En eau pleine avec Jésus-Christ, l'espérance du monde, c'est le thème du centenaire de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La célébration a eu lieu hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Les pasteurs des différentes églises de cette communauté ainsi que de nombreux fidèles ont pris part à l'événement. Serge Gangomé. 1914-2014, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a 100 ans. C'est le stade Félix Houphouët-Boigny qui a été choisi pour célébrer l'événement, un centenaire placé sous le signe de la consolidation de la foi chrétienne. En eau pleine avec Jésus-Christ, l'espérance du monde est le thème de cette célébration. Le premier responsable de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a invité les fidèles à respecter les principes de la foi en Dieu et à progresser dans cet effort. Nous souhaitons vivement que le peuple méthodiste reste debout pour avancer en pleine eau dans l'évangélisation, en actes, en parole, avec les actions sociales. Venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire et des autres pays d'Afrique et d'Europe, les fidèles et les pasteurs ont communié dans la joie d'être témoins de cet événement. Je suis très en joie pour voir l'événement qui se passe aujourd'hui. J'ai eu la chance de voir le cinquantenaire et aujourd'hui je vois le centenaire. L'Église a accompli de grandes œuvres, l'Église a créé des hôpitaux. Je suis heureux de voir l'Église protestante méthodiste devenue méthodiste divisée, se réunit ici aujourd'hui. Érigée en 1914 en secteur du circuit de Cape Coast au Ghana, l'Église méthodiste, depuis 1960, organisait ses cultes dans la clandestinité. Mais avec l'arrivée d'un religieux révolutionnaire, le prophète libérien William Wadé Arist, l'Église est sortie de l'ombre. Les cultes sont célébrés désormais dans des temples autorisés. L'épidémie à virus Ebola a été décrétée par l'OMS une urgence de santé publique de portée mondiale. Depuis l'apparition du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, les actions de sensibilisation se multiplient. Par exemple, il ne faut pas consommer du gibier, ne pas également manipuler les cadavres d'animaux, éviter de se serrer les mains, éviter de faire les accolades. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a proposé des mesures de prévention. Ces précautions sont-elles observées par les populations? Des éléments de réponse dans ce reportage commenté par Serge Gangomé. L'épidémie à virus Ebola progresse en Afrique de l'Ouest. Elle continue de faire des victimes avec aujourd'hui plus de 1000 décès dans les pays de la sous-région, dont la Guinée et le Libéria, des pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, aucun cas de fièvre Ebola n'est détecté dans notre pays. Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées, dont l'interdiction de consommer de la viande de brousse. Aussi, de nombreuses mesures ont été prises, entre autres, éviter de se serrer les mains et de faire des accolades. Vu que la maladie s'est propagée d'abord à partir des frontières terrestres et maintenant elle se propage à partir des frontières aériennes, je vais parler de l'aéroport, donc les différentes portes se multiplient et le risque devient beaucoup plus élevé. C'est pourquoi dès maintenant, il faut demander aux populations de respecter ces mesures. Des mesures jugées salutaires. Pendant la crise là, il y a eu beaucoup de morts. Donc nous ne voulons pas aujourd'hui que cette maladie s'introduise encore dans ce pays-là pour encore faire un des victimes. Le virus Ebola, un virus très virulent, fait déjà 1143 décès et se transmet par des sécrétions corporelles. Il est indiqué clairement que la maladie peut se transmettre à partir des sécrétions corporelles du malade, c'est-à-dire la sueur, tous les liquides biologiques, le sang, la salive, les urines. Alors si vous rentrez en contact avec quelqu'un qui a de la sueur et que si la personne est en période contagieuse, il y a donc un risque de transmettre la maladie. Les autorités sanitaires invitent les populations à se laver les mains avec des produits désinfectants. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao et l'Afrique de l'Ouest doit maintenant songer à en tirer profit par la proposition de produits à forte valeur ajoutée avec les différents programmes d'amélioration des rendements dans les principaux pays producteurs. La région ouest africaine demeure la première zone de production de cacao. Depuis le début de l'année, les cours internationaux se sont accrus de plus de 13%. Adama Koni. Bonne nouvelle sous les cacaoyers. De la vie d'experts, la fève a encore de très beaux jours devant elle.
Le marché international est porteur. L'industrie cacaoyère prévoit un accroissement de la demande de l'ordre de 1 million de tonnes pendant la décennie prochaine. Des déficits réguliers sont même annoncés. Les prix du cacao enregistrent une hausse de 13,2% depuis le début de l'année et atteignent actuellement 1 958 livres, soit 1 624 000 francs CFA la tonne. Une embellie nourrie par une augmentation de la demande mondiale, particulièrement en Asie. Si des spécialistes avancent que cette configuration du marché ne profiterait qu'aux exportateurs, le discours est tout autre au Conseil du café cacao. Je voudrais tout de suite rassurer les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire qu'effectivement, ils tireront un avantage de cette augmentation constatée au niveau international. Pour la simple et bonne raison que le prix qui est servi aux producteurs, qu'on appelle communément donc le prix garanti bord-champ, est le reflet direct des marchés internationaux, plus particulièrement celui de Londres. C'est 60% du prix CAF qui est servi aux producteurs depuis la mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao telle que adoptée par le gouvernement et qui s'inscrit dans la vision donc de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Avec des prix élevés, les acteurs de la production trouvent là une véritable incitation à l'augmentation des rendements traditionnellement faibles en Afrique de l'Ouest, autour de 400 kg par hectare. Nous travaillons avec le CNRA, le Centre national de recherche agronomique, et donc le CNRA a développé des semences améliorées de cacao dont le rendement peut atteindre jusqu'à 2 tonnes l'hectare. C'est le cacao qu'on appelle communément cacao Mercedes, et chaque année le Conseil du café cacao avec l'ANADER donc en fait une distribution dans le monde paysan. Le marché pourrait aussi doper le Nigeria qui menace de surclasser le Cameroun pour devenir le 3e producteur africain de cacao. La Sierra Leone et le Libéria, où des investissements importants sont réalisés, pourraient également devenir des producteurs importants. En somme, l'Afrique de l'Ouest consolide sa position de leader de la livraison des fèves. Une position qui générerait plus de revenus si les pays producteurs africains se lançaient dans une dynamique de transformation accrue de leurs récoltes. C'est un soulagement pour les acteurs de la culture caféière au Guatemala. Un remède vient d'être trouvé contre un champignon qui décolore et dévore les feuilles de café. Emilia vastatrix, un nom qui ne vous dit sûrement rien. En 2013, au Guatemala, ce champignon a détruit plus de 40% des plantations de café. Cette association du café guatémaltèque a trouvé une solution baptisée Anacafé 14. Ce super résistant serait le résultat d'un croisement naturel. En regardant dans les campagnes alentours, nos scientifiques ont réalisé que ces plants étaient résistants à la rouille du café. Non seulement les plants sont résistants à la maladie, mais en plus ils assurent un haut taux de productivité. Et la solution pourrait avoir un réel impact économique. En l'espace de 2 ans, plus de 100 000 personnes ont perdu leurs emplois, une perte qui se compte en millions de dollars. Cette solution miracle, Noé Rolando Guerra en est plutôt satisfait. Ce café produit de plus gros fruits. Si en plus il est résistant à la rouille, en tant que producteur, il a toutes les caractéristiques que je recherche. En tant que professionnel, je cherche toujours à produire plus pour améliorer mon rendement. Ces nouveaux plants de caféiers devraient être disponibles d'ici 2 ans. En attendant, l'Anacafé 14 doit encore passer quelques tests pour s'assurer de son arôme. Une entreprise turque en partenariat avec une compagnie ivoirienne s'apprête à investir 100 milliards de francs CFA dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. La structure est spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics et les logements sociaux. Elle prévoit la mise sur pied de plusieurs unités de production de matériaux de construction pour 3000 logements sociaux. La signature d'accords entre les entreprises turques et ivoiriennes s'est déroulée récemment à Ankara, en Turquie. On en parle avec Jean-Jacques Kwame. Nous avons présenté tous nos projets à Monsieur le Premier ministre. En tant qu'investisseurs turcs, nous sommes très intéressés par rapport aux atouts de la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par investir dans le ciment. Ces propos tenus à sa sortie d'audience avec le Premier ministre Daniel Kalman-Duncan par le président du groupe Limak, entreprise turque spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics et la construction de logements sociaux se concrétise. 9 mois après son passage à Abidjan, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Turquie, une convention a été signée le 5 août dernier à Ankara
entre l'entreprise turque et son partenaire ivoirien, représenté par Edo Jean-Claude Ayanou, président directeur général. Ce partenariat va permettre de créer en Côte d'Ivoire une usine de cimenterie, une centrale à béton et une unité industrielle de production de briques et de gravier concassés. L'ensemble de ces projets va nécessiter un investissement d'environ 100 milliards de francs CFA. À terme, ce sont 700 emplois directs et 2500 emplois indirects qui sont attendus. Le partenariat entre les deux entreprises cadre avec le projet du président Alassane Ouattara portant sur la construction de 60 000 logements socio-économiques d'ici à 2015. Le partenaire ivoirien dispose d'une convention avec l'État de Côte d'Ivoire pour la construction de 3 000 logements. Les femmes ont été honorées dans le département de Ouangolo. Une journée d'hommage et de reconnaissance a été organisée pour saluer leur contribution au développement dans leur département. Ces femmes ont reçu de nombreux présents au cours de la cérémonie. Kader Sogodougou. Elles sont régulièrement à la tâche pour soutenir leur famille. En ville comme au village, ménagères ou employées, elles, ce sont les femmes. Ces femmes qui apportent leur contribution quasi quotidienne au développement de leur localité. Du côté de Ouangolo-Dougou, la ville aux deux frontières, les cadres sont reconnaissants pour tous ces efforts. Ainsi, une journée leur a été dédiée et a rassemblé à la place de l'indépendance de la localité du Beau Monde. Plusieurs intervenants ont salué et loué la bravoure des femmes. Parmi eux, l'initiateur et parrain de cette journée, Traoré Drissa, opérateur économique. Vous êtes restés debout aux côtés des hommes avec pour objectif principal la survie de la famille. Vous avez été de tous les combats qui s'appellent éducation, formation, santé, économie, culture, et sais-je encore. 300 femmes ont reçu autant de complets de pagne, un geste très apprécié par les bénéficiaires. Nous sommes honorés par ce acte de ce matin et sommes convaincus par ce geste fort que la place que nous recherchions auprès de vous les hommes est désormais un acquis. Venus d'Abidjan pour apporter leur soutien à leurs sœurs de Ouangolo-Dougou, les artistes Mawa Traoré et Mamakté ont su faire apprécier leur talent, du reste reconnu dans le monde entier. Un mot de tradition, l'une des classes d'âge de la génération Djouman en pays Adjoukrou a fait récemment sa sortie officielle. La cérémonie s'est tenue en présence du président du conseil d'administration de la RTI, Broaka Pascal, parrain de cette classe d'âge, ainsi qu'une délégation de rois et chefs traditionnels. Franck Dieu. Lopou, village situé à une quinzaine de kilomètres de Dabou. Nous sommes en pays Adjoukrou, dans la région des Lagunes. Sur la place du village, les Ndjouman Bago avancent avec allégresse. Les Bago, une des 4 classes d'âge de la génération Ndjouban. Les Bago ou encore les Ndjouban Bago, tranche d'âge de 41 à 42 ans, sont les cadets de la génération après les Odjongba. Ils sont maintenant connus du village et même de la région. J'aimerais dire aussi à mes petits frères, qui sont derrière moi, dire aussi à prendre l'exemple sur nous. Prestations d'artistes et profession de foi, sans oublier les recommandations faites à ses fils par le chef du village, l'ancien ministre des Sports, René Djedjemel Dibi. Une sortie de génération qui a tout son sens selon le parrain Broaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Nous avons vu de très belles choses et je suis avec mon ami et frère Jean-Blé Guirao, qui est le président du GRACU, qui est venu avec une importante délégation pour nous soutenir. Je pense que la culture, c'est très important pour un pays. Il fallait donc que nous soyons là. Nous pensons que de telles organisations doivent se répéter pour que la Côte d'Ivoire puisse reconnaître vraiment ce qui est la tradition. Une sortie officielle mise à profit donc pour rappeler encore l'importance de la tradition. Le pays Adjoukrou compte 31 villages qui tous expérimentent le système démocratique traditionnel du pouvoir générationnel. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.